Ce voyage a commencé sur un lit d'hôpital, ou plutôt pendant la convalescence qui a suivi l'opération. En décembre 2018, les journées sont courtes et nous avons découvert YouTube et ses vidéos de voyage. Nous sommes tombés sur un reportage de la télévision suisse sur un groupe hétéroclite de personnes réunies pour traverser les Alpes en suivant le GR5. Ni une ni deux, on s'est regardé et on s'est dit cool, on va faire pareil. Bon, un peu plus moi qu'elle, mais d'autres vidéos ont réussi à la convaincre. Nous avions l'expérience du nomadisme à vélo et nous nous sommes dit que marcher c'était pareil. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes muscles, mais avec de l'entraînement, il n'y aura pas de problème. Nous avons décidé de nous préparer en allant marcher dans les Vosges. Il faudrait des étapes d'au moins 20 km et de plus de 1000 mètres de dénivelé. Pour 6 mois, nous serons prêts. Bon, nous avons réussi à faire 3 sorties, mais elles se sont presque bien passées. Nous étions confiants et surtout très motivés par les Alpes. Nous avions quand même quelques appréhensions. Le poids des sacs, trouver un lieu de bivouac et ne pas trop espacer les douches. Du coup, nous avons potassé les cartes et les livres. Bref, juillet est arrivé très vite et nous nous sommes retrouvés fin prêts dans le train à destination de Saint-Gingolph. Après un sandwich pris au bord du lac Léman, nous voilà partis vers Menton. Nous espérions beaucoup terminer ce voyage au bord de la mer. Mais nous n'étions pas certains d'y arriver. Nous irions le plus loin possible. Mon objectif pour cette première après-midi était les chalets de Bise, environ 18 km plus loin, dont les 4/5 de montée. Après 6 km, le soir tombait et nous avons planté la tente. Premier bivouac sympathique, en lisière de forêt, et nous avons pu prendre de l'eau à proximité dans une rivière. Le lendemain, nous nous sommes levés assez tôt, enfin pour des vacances, car à peine sortis de la tente, une randonneuse qui marchait à un bon rythme nous est passée sous le nez. Assez rapidement, nous avons avalé notre petit déjeuner et remballé nos affaires pour reprendre cette première ascension. À proximité du col de Bise, nous avons eu à traverser nos premiers névés. Nous avions encore en mémoire notre expérience dans les Vosges, où nous étions restés coincés dans la neige sous le Honeck. Mais bon, nous n'allions pas rebrousser chemin dès le 2e jour. C'est donc avec la plus grande prudence que nous avons entamé cette première traversée sur la neige. Il y en aura d'autres. Arrivé au col, il a fallu entamer la descente. Le sentier était sableux et un peu glissant et beaucoup plus fréquenté que l'autre versant, les chalets de Bise étant accessibles en voiture. On s'est rapidement rendu compte que nous n'avions pas le même rythme. Pas grave, celui qui marche plus vite attend l'autre de temps en temps. On se retrouve au chalet pour manger, au milieu des poules et des chèvres. On achète un peu de fromage et on observe les marcheurs en essayant de deviner ceux qui sont là pour la journée ou pour une plus grande itinérance. Nous reprenons le chemin, direction Chapelle d'Abondance. La montée est assez courte, mais la descente qui suit est très longue. Chapelle est au fond de la vallée. Nous faisons route un petit moment avec un jeune homme parti sur un coup de tête pour quelques jours. Mais comme il marche plus vite que nous, il nous distance assez rapidement. Nous le croisons un peu plus tard, il bivouaquera avant le village. Confiant, j'avais repéré un endroit pour planter la tente à la sortie de Chapelle. Donc on poursuit. On s'arrête à la fromagerie pour acheter encore du fromage et on commence sérieusement à se préoccuper de trouver un endroit où bivouaquer et manger. On longe la rivière et une dame nous rassure. On pourra planter la tente un peu plus loin. Je me dis que je faisais déjà le coup à vélo. Oui, on arrive bientôt. Mais à pied, les kilomètres sont beaucoup plus longs. Alors qu'on était prêt à dormir sur le chemin, je monte un talus et j'aperçois une tente. C'était un couple que nous avions vu à midi. Ils nous font signe de venir nous installer à côté d'eux. On ne se fait pas prier. Nous échangeons un peu. En fait, ce sont des Américains. Ils ont une solide expérience de trekking. Ils ont déjà traversé le massif des Rocheuses sur 4000 km. Ils sont super organisés et nous disent que le GR5 est le plus difficile voyage qu'ils aient fait. Rassurés, nous sommes allés manger, puis nous laver avec l'eau du ruisseau qui coule à 20 mètres. Le lendemain matin, nous sortons de la tente juste à temps pour leur dire au revoir. Nous étions un peu optimistes, car nous ne les avons jamais rattrapés. Dommage, nous aurions bien aimé discuter encore avec eux.
Nous étions au fond de la vallée d'Abondance, donc fatalement le chemin remonte. Nous passons des lieux que nous connaissions à travers les vidéos, les cartes et les topo-guides. Eh ben, c'est vachement mieux en vrai. L'objectif du jour est le refuge du lac Vert, au pied des portes de l'hiver. En chemin, nous croisons un couple qui marche également sur le GR5. Ils vont le faire en 4 ans, en marchant une semaine à chaque fois. Nous terminons l'étape avec eux. Comme nous arrivons à nouveau assez tard, nous décidons de manger ensemble au refuge. Eux y dormiront, nous plantons la tente à proximité. Quelle joie de manger une sorte de tartiflette bien chaude assis à table. Quelle joie encore plus grande le lendemain matin de profiter de toilettes pour évacuer cette même tartiflette mal digérée. Ce petit problème réglé, nous sommes arrivés aux portes de l'hiver et avons remonté la vallée suisse jusqu'au col de Cou, où nous avons mangé, sorti un peu la toile de tente pour la sécher de la rosée du matin et réfléchi à l'étape du soir. Nous nous sommes fixé le col de la Golaise comme objectif. Ça tombe bien, on l'aperçoit du col de Cou. La descente est à nouveau éprouvante et nous retrouvons presque soulagés de la montée vers le col. Une fois là-haut, l'endroit ne nous emballe pas. Après une brève discussion, nous décidons de descendre à Samoëns pour nous rendre au camping et pouvoir prendre une douche. Dans la descente, pas terrible, nous croisons un Mulhousien qui termine la traversée, mais dans l'autre sens. Il nous impressionne car il fait des étapes de 30 km. Il dit également avoir eu peur et le vertige sur la crête des Gîtes. Que n'a-t-il dit ? Nous devions la passer dans quelques jours. Autant de jours maintenant à craindre ce moment. Bon, en attendant, il fallait encore atteindre Samoëns. Bon, on sent que la descente est longue. Et en plus, le camping est de l'autre côté du village. Heureusement, un peu avant l'arrivée, nous retrouvons le couple avec lequel nous avons marché la veille. La discussion a fait passer le temps plus vite. Au camping, nous retrouvons la douche avec grand plaisir. Et même pas peur, on a mangé des frites. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus compte que notre préparation physique n'était peut-être pas assez bonne, car nos jambes étaient très douloureuses et très dures. Nous avons raisonnablement décidé d'une journée de pause. Nous en avons profité pour visiter un jardin botanique, renvoyer une partie de nos affaires par la poste et acheter une genouillère pour Anne-Marie, qui a eu mal au genou dans les descentes. Requinqués, nous partons en remontant le Gifre. Quelques passages sont sympathiques, comme les gorges de Tine et la cascade du Rouget, où là encore la proximité de la route apporte son flot de touristes. Nous sommes impatients de prendre un peu de hauteur au pied des falaises de Fize. Et nous ne sommes pas déçus. Le sentier, après une longue montée, débouche sur un plateau parsemé de rochers et parcouru de ruisseaux. Il est bordé par des falaises impressionnantes de 700 mètres. Le paysage est extraordinaire. On a l'impression d'être au pied du mur du Nord dans Game of Thrones. Nous dormons à proximité du refuge Alfred Willis avec un autre groupe de randonneurs. Après une bonne nuit de sommeil, sans douleur musculaire, nous montons au lac d'Anterne en croisant quelques personnes qui ont l'air bien fatiguées. Et l'on se dit que nous avons bien fait de ne pas y avoir passé la nuit si l'on voulait dormir. Nous passons le lac, puis le col, où la vue sur le Mont Blanc devient majestueuse et un peu émouvante. Nous poursuivons vers le Brévent, avec une montée assez vertigineuse, tant la pente est forte. La dernière partie est assez lunaire, et nous marchons à travers des couloirs de roches. Arrivés au col, 2 choix sont possibles. Une un peu plus facile, en passant par Plan-Prat, ou passer par le sommet, ce qui implique de monter des échelles. Entre la crainte et les regrets, on a fini par choisir. On arrive au sommet, transformé en station téléphérique, mais on ne s'arrête pas là. Un peu plus bas, il y a le refuge de Bel-Achat. Enfin un peu plus bas. Comme toujours, et même quand ça descend, le temps passe beaucoup plus vite que prévu. Il fait presque nuit quand on arrive. Mais par chance, nous ne sommes pas les plus lents. Et l'arrivée tardive d'un groupe nous permet de manger avec eux. C'est bien de manger chaud. Mais bon, la bouteille d'eau à 7 € nous fait un peu tiquer. La vue par l'ouverture de la tente est juste magique. Mais à l'arrière, le Sherpa, un vrai et c'est fréquent dans les refuges, amoncelle des déchets pour les brûler. Il les monte mais ne les redescend pas. Le sentier vers la vallée de Chamonix est escarpé. Il y a de nombreuses chaînes pour se tenir et ne pas tomber dans le précipice. Avec notre préparation méticuleuse, nous nous dirigeons vers le camping des Houches. Bon, comme il est fermé, nous remontons vers Chamonix par la route.
Le camping des Écureuils est simple et sympathique. Après une petite virée à Chamonix, pour quelques courses, nous allons nous coucher. Dans la nuit, nous entendons comme des impacts sur la tente. On se dit que les voisins auraient pu mieux éduquer leurs enfants, car jeter des cailloux, ça ne se fait pas. Au matin, on se dit qu'on n'aurait peut-être pas dû être médisant sur les voisins. Le matelas gonflable d'Anne-Marie présente de magnifiques hernies. Il faudra en trouver un autre pour qu'elle puisse dormir correctement. Nous retournons aux Rouches et évitons une partie de la montée, qui paraît-il n'est pas très intéressante, en utilisant un téléphérique. En sortant, à 1800 mètres, nous devons faire attention en traversant une voie ferrée. Nous sommes dorénavant sur le tour du Mont Blanc. Et on le remarque, il y a beaucoup plus de monde et de toutes les nationalités. Nous montons au col du Tricot, puis redescendons sur les chalets de Miage. La descente est très abrupte et très douloureuse pour les genoux d'Anne-Marie. Heureusement, ça remonte avant de redescendre, en faisant doucement vers les Contamines Montjoie. Dans le village, on trouve un matelas de rechange qu'on espère un peu plus solide. Et on marche laborieusement vers le camping. C'est un peu tendu, car la question se pose sérieusement de la poursuite ou non de la marche. Anne-Marie a tellement mal dans les descentes. Ce ne sont pas les mêmes douleurs qu'à Samoins. Nous n'avons plus de courbatures, mais elle souffre au niveau de l'articulation du genou. Elle se soulage avec du froid et du repos. On décide de patienter encore une journée et d'aviser le lendemain. La journée est tranquille, un peu de lessive, beaucoup de lecture et une discussion avec le patron du camping qui essaye de nous vendre des crampons pour traverser les névés qui nous attendent. Bon, nous sommes en juillet, en période de canicule, et nous nous disons qu'on s'en passera. La décision est prise de poursuivre. Nous croisons les doigts et Anne-Marie serre les dents. 2 fois, car au programme de la journée, il y a la crête des Gîtes, dont le Mulhousien, croisé quelques jours plus tôt, nous a donné tellement envie. La route vers le col de la Croix du Bonhomme est chouette, bien que nous n'étions pas habitués à une telle foule. Les paysages sont toujours spectaculaires et nous font oublier les tracas. Nous mangeons au refuge de la Croix Bonhomme avec une vue sur la crête des Gîtes. On finit par prendre notre courage à 2 mains et nous nous engageons sur ce sentier créé par les militaires. Eh ben, nous avons regretté toutes les appréhensions. Ça a été sans doute l'un des meilleurs passages. Les pentes de part et d'autre du sentier sont fortes et impressionnantes, mais nous ne nous sortons pas en danger. La descente qui s'ensuit n'est pas trop longue, et en faisant attention, les douleurs d'Anne-Marie sont supportables. En arrivant au refuge du Plan de l'Allet, à proximité duquel nous bivouaquons, nous nous étonnons de l'atterrissage d'un hélicoptère. En nous rassasiant, sur la terrasse du refuge, nous apprenons que les secours sont venus pour évacuer un enfant mordu par une vipère. Une angoisse en remplace une autre. Nous sommes dans le Beaufortin, entre le lac de Roseland et le Cormet du même nom. Le Tour de France passera bientôt par là. Nous passons par le col du Bresson, à proximité de la Pierre à Manta. Nous avons laissé le Mont Blanc et son tour derrière nous, et le calme retrouvé nous va bien. Nous profitons d'une longue et très belle descente à travers la Tarentaise, vers Bélandre. Nous nous amusons, en nous demandant ce qu'ils font là, d'un jeune couple qui essaie de dégager une moto bloquée en contrebas du sentier. Les derniers kilomètres pour arriver au camping de Landry sont, comme d'habitude, les plus fatigants. Et nous arrivons trop tard pour profiter des burgers du food truck présent ce soir-là. Pareil pour la piscine, mais c'est moins grave. Nous arrivons à proximité du parc de la Vanoise. Mais nous nous arrêtons avant d'y entrer, car il y est interdit d'y bivouaquer, et ne sommes pas sûrs d'atteindre le prochain refuge avant la nuit. L'étape est donc assez courte, jusqu'au refuge de Rosuel, connu pour son toit végétalisé. On attend le soir pour poser la tente à proximité du grand parking aménagé juste à côté. En attendant, on discute avec des marcheurs et on reçoit un appel téléphonique de notre plus jeune fils. Il est en pleurs car il a accompagné notre vieux chat Gimli, auquel il était très attaché, chez le vétérinaire qui a procédé à son euthanasie. C'est une étape qu'on ne pourra pas oublier. Le lendemain, nous débutons la journée par une montée somptueuse dans le parc de la Vanoise. Somptueuse jusqu'au col du Palais, car pour une fois, l'autre côté du col nous laisse une drôle d'impression. En bas, il y a Tignes. Et ça jure. Mais bon, on y va. D'autant que la météo annonce des orages et qu'on ne sait pas où dormir.
On n'a pas trouvé d'endroit pour bivouaquer et la météo annonce de l'orage. Au bout de 2 heures de tergiversation, on se décide d'aller à l'hôtel. Pas facile de trouver une chambre car le Tour de France fait étape ici dans 2 jours. Mais quelle belle invention que le lit. Finalement, il n'y a pas eu d'orage. Par contre, aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude de l'année. J'en profite pour faire un petit bonhomme de neige à proximité du col de la Lesse. Qu'est-ce qu'on est content d'être là et pas sous la chaleur alsacienne. Nous nous serions bien posés au refuge de la Lesse tant il est beau et l'accueil sympathique, mais il nous faut avancer. Initialement, nous voulions emprunter la variante du Gers à travers la Vanoise, mais la dégradation des prévisions météo nous inquiète un peu et nous préférons aller vers le fond de la vallée plutôt que vers les sommets. Nous avons passé l'âge d'avoir un coup de foudre. On s'arrête en milieu d'après-midi au refuge d'Entre Deux Eaux, mais l'accueil est tellement désagréable qu'on préfère prendre un bus un peu plus loin. En attendant, Anne-Marie est prise d'un besoin pressant, et elle s'inquiète vite d'un bourdonnement inquiétant. Ce n'est pas un nid de frelons dérangé, mais un drone qui la survole. Mais on n'a pas les images. Au camping de Termignon, l'orage se fait toujours attendre. Le lendemain, on peut marcher jusqu'à Modane par un chemin presque plat au fond de la vallée. C'est quand même la Via Alpina. Peut-être un autre projet. Lors de notre pause repas, on aperçoit le passage du peloton du Tour de France de l'autre côté de la vallée. Étape qui a marqué les esprits car il a été interrompu par la grêle avant d'arriver à Tignes. Nous avons plus de chance, ou plutôt nous avons bien fait de changer nos plans, car nous arrivons sans encombre à Modane et son camping abandonné. L'orage nous rattrapera la nuit, le camping est pourri, le propriétaire n'est pas à l'accueil, il y a des travaux qui n'ont pas été faits depuis des années, mais quelqu'un passe vers 21h pour encaisser le prix de l'emplacement. Malheureusement, la météo nous y bloque le lendemain. On en profite pour visiter Modane, mais il n'y a pas grand-chose à voir. On fait des magasins, une biocoop très sympa et son restaurant. Au réveil, le ciel est bouché, mais ça devrait s'améliorer. On monte sans voir grand-chose au col de la vallée étroite. Dans les nuages, quelque part sur notre droite, il y a le mont Tabor. Passe le col, changement d'ambiance. Tous les nuages sont derrière nous. Le ciel est dégagé devant nous et la vallée étroite est grandiose. Nous marchons d'un cœur léger jusqu'au refuge Remaggi où nous mangeons. C'est une enclave italienne en territoire français. Nous dormons au bord de la rivière et c'est très agréable. Nous quittons la vallée étroite par le col de Ture que nous nous dépêchons de passer avant le troupeau de moutons qui s'y dirige. Et aussi pour éviter les patous. Nous descendons à travers de beaux pâturages et une belle forêt dans la vallée de la Clarée. Celle-ci nous réserve quelques surprises. Elle nous indique le chemin. Au camping ce soir, nous allons devoir sécher nos chaussures. En traversant Briançon, qui était une étape d'un précédent voyage à vélo, on fait le plein de nourriture et de livres, que je regretterai de porter quand je l'aurai fini. Certains arrachent les pages au fur et à mesure de leur lecture, mais je ne peux m'y résoudre. Nous montons jusqu'au haie et la tente à peine installée, des chevaux arrivent. On dort bien quand même. Le passage du col nous mène dans le Queyras. On aimerait bien dormir au lac de Roux, mais une fois arrivés, nous sommes confrontés au manque d'eau. On essaye bien de repérer les sources sur la carte, mais elles sont dans des tuyaux. Du coup, on rejoint le refuge de Souliers, où l'emplacement pour camper est à peine plus large que la tente. La prochaine étape est longue. On passe Château-Queyras, puis une longue ascension vers le col Fromage. On croise des vaches qui squattent le sentier, des randonneurs avec des ânes, des apics. C'est superbe. Dans la montée, on croise également une randonneuse qui marche seule sur le GR5. Elle nous distance dans la descente après le col. Elle n'a pas de problème de genoux. On arrive au pittoresque village de Sellac. La vallée est très belle, encore préservée. Le camping est également très accueillant et simple. On retrouve la randonneuse croisée dans la journée. Nous sommes heureux d'être là. Notre sentiment se confirme le lendemain, avec une belle montée vers le lac Miroir qui précède le lac Sainte-Anne. Les berges du lac Miroir ont été plantées car trop de monde venait s'y baigner. Nous y faisons une courte pause avant de rejoindre le col Girardin. Ce col est vertigineux et la descente vers la vallée de l'Ubaye est impressionnante.
on y croise de nombreuses marmottes, et un marcheur asiatique, avec un grand sac à dos, nous dépasse prestement. La vallée est très belle, mais tellement étroite qu'elle nous oblige à marcher sur la route. Une famille en voiture nous propose de nous avancer un peu. On accepte. Elle nous dépose quelques kilomètres plus loin, à proximité de l'impressionnant pont du Châtelet. On rejoint plus ou moins rapidement Fuyuz, où l'on peut planter la tente. On y retrouve le marcheur qui nous a dépassés dans l'après-midi. C'est un Sud-Coréen, cadre dirigeant chez Samsung, qui adore les treks. On passe un bon moment à boire une bière avec lui. Plus matinal que nous, on ne le reverra plus. La montée vers le col de Malmort est très sauvage. On croise quelques personnes avec des cannes à pêche, mais les points d'eau qu'on croise sont presque secs. Arrivé à l'Arche, on prend une douche et on va manger une pizza. Cool! Un bus pourrait nous avancer un peu, mais comme il ne part que dans 2 heures, on préfère ne pas perdre de temps. On arrive finalement en même temps que lui au parking, au pied du lac du Lausannier. Le paysage est beau, mais c'est un flux ininterrompu de promeneurs qui y montent. Il y a énormément d'Italiens. La frontière est à 2 pas. Le lac passé, on se retrouve presque seul pour la montée au pas de la cavale. Encore une fois, nous sommes subjugués par la vue depuis le col. Une descente, puis une montée jusqu'au camp des Fourches. Il s'agit de baraquements abandonnés qui offrent une drôle d'ambiance au lieu. On ne s'y arrête pas, on préfère éviter les fantômes. On descend à Boussieras, où l'on campera à côté du cimetière. Il y a pas mal de cyclistes car nous ne sommes pas loin de la cime de la Bonnette, la plus haute route d'Europe. L'ambiance change. On sent qu'on se dirige vers le sud. Les paysages sont plus secs, moins touristiques. En regardant derrière nous, on a du mal à croire que nous sommes passés par là. À proximité du col d'Anel, on entend de forts aboiements. On accélère un peu le pas, mais on ne croise pas de chiens. Un peu plus loin, 2 personnes en quad nous informent qu'un patou un peu fou a agressé des personnes. On se dit qu'on a quand même une bonne étoile et descendons calmement vers Saint-Étienne-de-Tinée. On entend l'animation du camping avant de le voir, mais ce n'est pas grave, car nous avons en tête la beauté des paysages et de la nature traversée. En quittant Saint-Étienne-de-Tinée, on s'arrête dans une pharmacie pour prendre des patchs antidouleurs. La genouillère n'est pas assez efficace, et il reste encore pas mal de descentes jusqu'à la Méditerranée. On passe par Auron, station de ski, avant de rejoindre le col du Blénon. On arrive au refuge de Royan. Le gérant est particulièrement sympa. On dormira un peu plus loin, mais il nous propose de prendre une douche. En échange, je lui montre comment servir un amer. Il avait une bouteille qu'un ami lui avait rapportée d'un séjour en Alsace, mais ne savait pas quoi en faire. Le chemin se poursuit avec l'ascension du col de Crouzette. Nous sommes dans le Mercantour. C'est beau et sauvage. L'objectif est de rejoindre le refuge de Longon. On nous a prévenu que dans la montée y menant, il y a un plan d'Edelweiss. On a beau avoir marché doucement, on ne l'a pas vu. Le soir, on aperçoit un berger enfermer ses chèvres dans un enclos. Ça nous rappelle qu'il y a des loups dans la région. Mais ce n'est pas grave. On est confiant, il aura beau souffler comme il peut, notre tente ne s'envolera pas. On appréhende la nouvelle journée qui s'annonce, car il faudra passer par Saint-Sauveur-sur-Tinée, qui ne se situe qu'à 492 mètres d'altitude. On va donc devoir descendre 1500 mètres et enfin ressentir la canicule qui couvre le pays. On ne sera pas déçu, et la montée vers Val-de-Blore est encore pire. Elle se fait sur un large chemin anti-feu, puis très peu de sentiers, et enfin de la route. Initialement, nous souhaitions passer par la vallée des Merveilles, mais physiquement c'est un peu juste. On regarde aussi comment on va rentrer à la maison. Les trains sont complets, mais il reste quelques places dans des bus. On rejoint donc la vallée de la Vésubie et le camping de Roquebillière, rendu tristement célèbre par les inondations qui l'ont détruit l'année suivante, en 2020. C'était sans doute un des pires emplacements que nous ayons eus. Mais nous y sommes restés 3 jours. Il a fallu attendre que la migraine d'Anne-Marie passe. J'en ai profité pour essayer de réparer mon matelas, car cela faisait plusieurs nuits qu'il fallait que je le regonfle toutes les 2-3 heures. Peine perdue. À défaut du genou,
La tête d'Anne-Marie va mieux. Alors on repart, en longeant la Vésubie, puis on vire à gauche vers le col de Turini. Passé le col, la descente est très belle, jusqu'à Moulinet. On essaye de se dépêcher pour y arriver car les nuages deviennent énormes et très noirs. Le timing est presque parfait. On arrive à un abribus presque en même temps que des trompes d'eau. On se dit qu'on va prendre les transports en commun pour se rapprocher de Sospel. Mais on a beau attendre, on ne voit pas de bus arriver. On se renseigne à l'auberge sur la place. Pour prendre le bus, il faut prévenir la veille, sinon il ne vient pas. L'auberge faisait hôtel et ne peut pas plus nous aider. On se retrouve avec un cycliste sous l'abribus à se demander ce qu'on va faire. Le cycliste repart sous la pluie, qui s'est un peu calmé, et nous on trouve un automobiliste, le seul, qui accepte de nous déposer un peu plus bas dans la vallée, pile devant un camping. Juste le temps de monter la tente, de faire un bras de toilette, et le ciel s'éclaircit. On va manger une pizza. Voilà, c'est notre dernière journée de marche. Ce soir, on se baigne dans la mer à Menton. Enfin, si tout va bien, car je commence à avoir mal au tendon de la cheville. Il reste des patchs antidouleurs achetés il y a quelques jours. Ils n'ont pas marché pour Anne-Marie, mais j'essaye quand même. Ça fonctionne vachement bien. Je recours comme au premier jour. Anne-Marie est un peu dégoûtée, mais continue à avancer. L'excitation de l'arrivée se fait sentir. Mais il y a plusieurs cols à franchir. Quel bonheur de voir la mer. Et le bout du chemin. Enfin presque, parce que la dernière descente est très très longue, très très sableuse, donc très très glissante. Anne-Marie souffre le martyre et avance hyper doucement. Moi qui dois l'attendre toutes les 5 minutes, j'ai l'impression qu'elle recule. Avec la fatigue, ça plombe un peu l'ambiance et ça nous gâche un peu l'arrivée. On finit quand même par atteindre la plage et à profiter de la mer. Les tensions sont évacuées. On ne savait pas jusqu'où on irait. On n'est pas passé exactement par là où on voulait, mais on est content. On l'a fait, malgré les douleurs, malgré les frayeurs. On passe une nuit blanche sur la plage et vers 5 heures on rejoint la gare. On passe à côté d'un groupe qui joue à la pétanque, on rejoint Nice et la gare routière. On dort beaucoup dans le bus. Et depuis, on ne cesse de rêver de recommencer.